Bonjour à toutes et tous, Bonjour. bonjour Kitri, ravi de partager cette heure ensemble autour de ce webinaire sur la thématique de comment rebondir dans sa carrière après 45 ans, donc sur des enjeux de reconversion, d'envie d'autre chose. Donc c'est avec plaisir que nous avancerons sur la présentation et surtout le temps d'échange commun pour répondre à vos questions et vous apporter des éléments de réponse ensemble. Donc, je commence par me présenter. Bonjour tout le monde. Kitry Legendre. J'ai rejoint le cabinet Michael Page il y a un peu plus de 5 ans sur des questions orientées management de transition. D'abord sur les métiers de la finance, étant moi-même une ancienne auditrice. Et puis, depuis quelques années, sur tout l'écosystème du secteur public, parapublic et associatif. Et c'est à ce titre-là qu'on va échanger aujourd'hui. Rebonjour, Robin Dumas. J'attaque ma 11e année dans le groupe Michael Page. Précédemment, j'ai un début de parcours en finance, en contrôle de gestion. Puis avant de rejoindre Michael Page, dans un cabinet de chasse et une quinzaine d'années à Paris. Et depuis 2 ans, via Michael Page en mobilité, j'ai rejoint Lyon. Donc, Michael Page, alors le but, c'est pas de faire notre promotion, on va vite passer sur notre présentation. Donc, on a bientôt une quarantaine d'années d'existence en France, une présence régionale et parisienne autour d'une vingtaine de bureaux représentés avec 25 divisions. Aujourd'hui, il y a, comme vous pouvez le voir, 4 marques principales qui constituent le groupe Page. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en capacité d'accompagner des candidats depuis leur sortie d'école ou de diplôme jusqu'à des missions de management de transition. D'ailleurs, ce n'est pas noté sur la pyramide, mais j'en profite. On a aussi sur Page Executive et Michael Page, donc une division management de transition. Et également une partie, ça date de début d'année, Page Consulting, avec des enjeux de coaching, d'accompagnement et également d'assessment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, côté candidat, on travaille avec tout le monde et côté client également, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des TPE, PME, en passant aux grosses ETI, groupes et filiales de groupes. Donc, le programme du jour de ce webinaire va s'articuler en 2 parties. Il y aura des temps d'ailleurs de questions-réponses. Vous avez d'ailleurs été nombreux en préambule à nous poser des questions via LinkedIn. On vous en remercie. Donc, la première partie s'articulera autour de comment préparer, valoriser sa candidature quand on est entre guillemets senior, quand on a plus de 40-45 ans. Et le deuxième thématique autour de finalement un peu le cœur de ce sujet, comment ouvrir ses horizons, comment se reconvertir, que ce soit changer de secteur, de région géographique, d'activité. Merci Robin pour le programme. Donc effectivement, si on est ensemble aujourd'hui, c'est certainement que vous êtes en phase de questionnement sur le sens à donner à la suite de votre parcours, de votre carrière. Donc vous recherchez peut-être un renouveau, un changement d'horizon, une reconversion. À voir après si c'est quelque chose de temporaire, de pérenne. En fait, il y a finalement plein de situations aujourd'hui qui peuvent correspondre à ces exemples et à ces questions. J'ai notamment accompagné il y a quelque temps une candidate qui était responsable du contrôle de gestion et qui souhaitait se reconvertir uniquement temporairement sur un métier passion qui était un métier d'architecte d'intérieur. Et passée sur cette passion, elle est revenue vers son métier d'origine et donc je l'ai accompagnée à ce moment-là à se repositionner d'abord par l'intermédiaire du management de transition et ça lui a permis de rebasculer par la suite sur un poste en CDI. Donc l'idée c'est de savoir un peu comment elle a fait mais comment d'autres ont fait pour avancer dans cette aventure, quelles étaient les étapes aussi à mettre en œuvre. Le premier point sur lequel il faut effectivement commencer à travailler, c'est votre CV, sans beaucoup de surprises. Bon, je serai assez brève sur le sujet. L'idée n'est pas d'être exhaustive, mais plutôt de vous donner un petit peu des pistes de réflexion par rapport à cette question du CV et comment le préparer. Aujourd'hui, le CV reste un exercice très traditionnel dans la question du recrutement. L'évolution majeure qu'on a eue, c'est celle du CV sur 2 pages, qui aujourd'hui est tout à fait acceptée quand on commence à avoir une quinzaine d'années d'expérience. Donc, n'hésitez pas, vous, à l'appliquer. Et puis après, il faut travailler sur 2 axes, la forme
et le contenu. Sur la question de forme, je vous encourage évidemment à bien noter tout ce qui correspond à qui vous êtes, vos coordonnées, votre adresse. Par contre, tout ce qui est question d'âge, photo, situation personnelle, familiale, ce n'est pas obligatoire. Donc là, questionnez-vous et voyez ce qui est intéressant à indiquer. Toujours sur cette question de la forme du CV, le point principal, c'est de le rendre lisible pour que vos interlocuteurs puissent en prendre connaissance facilement et trouver finalement l'information facilement. Donc, travailler plutôt en sobriété, on va éviter d'avoir des couleurs dans tous les sens, des logos dans tous les sens aussi, on voit ça régulièrement et ça perd un petit peu l'interlocuteur. Et puis, un petit point d'attention sur l'orthographe, puisqu'on voit de plus en plus de fautes et on peut y prêter effectivement un petit peu d'attention, notamment sur des métiers, par exemple, sur lesquels il faut rédiger, je pense notamment au juridique. Sur la partie contenu, votre objectif avec un CV, c'est d'éveiller la curiosité de votre lecteur. Vous devez nous donner envie, à Robin, à moi, à d'autres, de vous connaître. Donc, il faut effectivement bien présenter l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'une part l'intitulé du poste, je ne surprendrai personne, mais aussi le contexte finalement dans lequel vous avez évolué, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, le secteur, le périmètre, le nombre de personnes que vous managez. Si vous travaillez dans une grosse entreprise, nous indiquer que vous travaillez juste chez Total n'est peut-être pas suffisant. On a besoin de savoir l'entité dans laquelle vous étiez parce que Total a différentes activités et donc il faut qu'on puisse vous projeter et comprendre assez rapidement finalement comment vous vous positionniez dans un écosystème qui est beaucoup plus large. Donc ça, c'est des choses qu'on va aller rechercher tout de suite dès les premières secondes de lecture du CV. Ensuite, évidemment, détaillez ce que vous avez fait. Alors, ne détaillez pas tout. En général, vous avez effectivement des expériences qui sont fournies. Et donc, si on commence à tout détailler, les 2 pages que je citais plus tôt, vous allez les dépasser très largement. Mais allez chercher effectivement les éléments qui ont une valeur ajoutée. D'une part parce que on est sur une dimension projet, mais d'autre part parce que ça va vous permettre de vous distinguer finalement par rapport à d'autres candidats. Et donc là, on essaye de travailler plutôt avec des tirets, des bullet points, plutôt que des phrases qui prennent du temps pour identifier les mots-clés et donc pour vous projeter facilement sur une opportunité. N'hésitez pas aussi, si vous avez des chiffres à donner sur un chiffre d'affaires, un budget, des économies réalisées ou des chiffres par rapport à un projet, à bien les spécifier pour qu'on voit immédiatement ce que vous avez fait et le contenu finalement de votre expérience. Bon, les autres points du CV, c'est la question des compétences comportementales, les soft skills, qui sont de plus en plus importants, de plus en plus lus. Donc là, on vous conseille aussi d'aller présenter quelques mots-clés. Ne dépassez pas une liste de 4-5 mots, ça sert à rien, et évitez les mots que tout le monde va mettre comme autonome et bon technicien ou des choses comme ça. Et puis vous pouvez ajouter une case éventuellement loisir. C'est pas obligatoire, mais ça permet finalement de faire transparaître un petit peu plus votre personnalité dans le CV. Ça peut permettre aussi de vous différencier, et si vous avez des loisirs atypiques, ça peut même permettre qu'on se souvienne de vous facilement. Si vous êtes parachutiste, par exemple, je vais me dire, ah oui, j'ai vu un CV, il était parachutiste, il faut que je l'appelle. Et tout de suite, je vais vous retrouver plus facilement. Donc, n'hésitez pas aussi à jouer un petit peu sur cette catégorie-là, de façon légère, ça reste pas le contenu principal de votre CV. Et dernier point, avec le CV va souvent l'exercice de la lettre de motivation. Aujourd'hui, elles sont de moins en moins demandées, moins obligatoires, et donc on vous conseille de les faire exclusivement si vous avez une demande express par rapport à ce point-là. La suite logique des CV, c'est que vous puissiez rencontrer quelqu'un en entretien, et donc je laisse la main à Robin sur ce sujet. Merci Kitri. Oui, en effet, alors l'entretien, qu'on ait 5 ans, 15 ans d'expérience, 25, 30 ans, ça reste toujours, c'est comme tout, faut être préparé au maximum. Alors c'est pareil, on est pas toujours, surtout quand on est
Je prends un exemple, mais depuis 20 ans dans la même entreprise, qu'on n'a pas passé d'entretien, c'est pas un exercice qui est simple, hein. D'ailleurs, je reviens sur cette notion d'exercice, c'est vraiment une rencontre, hein, que ce soit avec un recruteur comme nous, entre guillemets, externe, cabinet, ou un recruteur interne côté ressources humaines, ou un opérationnel sur industriel, financier, peu importe, hein. Donc moi, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, bah, c'est comme pour tout, plus vous êtes préparé, bah, finalement, mieux la rencontre certainement se passera. Donc ce qui veut dire se renseigner sur les interlocuteurs que vous se renseigner sur l'entreprise, la fiche de poste. Généralement, via Google, on peut tout de suite quand même obtenir des informations assez précises, hein. Sur le déroulé de son parcours, bah, c'est pareil. Plus normalement on avance dans l'expérience, quand on a 20 ans d'expérience, 25 ou 30 ans, bah, plus normalement on a une présentation un peu ce que disait Kitry d'un CV 2 pages. Donc c'est-à-dire, n'hésitez pas à avoir une présentation claire et structurée. Nous, ce qu'on recommande toujours, c'est cette fameuse technique de l'entonnoir. Alors pour le rendre compréhensible, bah, c'est de détailler finalement votre entreprise, parce qu'on peut toujours partir du principe que on connaît le groupe dans lequel vous travaillez, mais c'est pas toujours le cas. Donc ne pas hésiter à spécifier l'activité. Vous pouvez être dans un grand groupe, mais finalement sur une activité particulière, donc de donner la taille de votre équipe, l'intitulé de poste, si vous managez des équipes, combien de personnes, avec qui vous travaillez, qu'on puisse avoir vraiment une compréhension éthique, hein. Aussi, n'hésitez pas, c'est vrai, enfin, mettez en avant les fameux soft skills, hein, qui sont les années passant de plus en plus recruteurs. Et d'ailleurs, ça fera la jointure avec aussi des reconversions et des changements de carrière, puisqu'en effet, de l'abnégation, de l'empathie, capacité à résoudre des problèmes, du leadership, bah, aujourd'hui, c'est finalement des compétences qui sont recherchées et mises en avant. Ça peut être d'ailleurs mis en avant au travers de vos expériences professionnelles, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle, hein. Et bah, finalement, ça rejoint un peu la préparation d'un entretien, d'une rencontre, hein, puisqu'encore une fois, chaque fois, c'est une rencontre différente. Bah, c'est de montrer l'intérêt pour l'entreprise, le poste, versus ce que vous avez pu faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous pourriez apporter. Ensuite, finalement, il y a toujours des questions, même pour nous, quand on peut être de l'autre côté de l'échange, des questions un peu pièges, si on peut dire. Mais encore une fois, tout s'explique, tout se justifie. Une longue période d'inactivité, bah, ça peut arriver d'avoir un accident de parcours personnel, hein, maladie, que sais-je, un accident de vie. Donc tout s'explique, tout se justifie. On peut sortir d'un secteur d'activité qui est sinistre. L'automobile, on sait que c'est compliqué en ce moment. Donc finalement, tout se justifie, c'est-à-dire qu'un recruteur, interne, externe, dans le cadre d'une rencontre, encore une fois, c'est pas un jugement. Donc nous, le conseil qu'on vous donne avec Kitry, c'est vraiment, en même temps, soyez vous-même, soyez préparés, mais tout s'explique, tout se justifie. Également, bien évidemment, gardez au maximum tenue professionnelle, hein, que ce soit dans une rencontre, on sort de 2 ans de Covid avec de plus en plus de visio, mais peu importe la rencontre en visio ou dans le vrai monde, garder une tenue professionnelle, on va dire correcte, hein. Et puis pareil, bah, l'entretien, qu'on soit un profil junior ou très expérimenté, bah, c'est encore une fois, de se préparer. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est soyez vous-même. On n'est pas dans une logique de jugement, c'est plus vous connaître, vous découvrir et en même temps de montrer la cohérence qu'il peut y avoir entre votre parcours et les attentes d'un recruteur. Petite anecdote peut-être en complément de ce que tu dis, Robin. Cette question de la tenue professionnelle, elle paraît complètement anodine parce que quand vous rencontrez quelqu'un en présentiel, effectivement, vous êtes en tenue professionnelle. Mais en visio, moi j'ai vu des cas assez aberrants avec des candidats qui sont allés jusqu'à s'allumer des cigarettes alors qu'on était en train d'échanger ensemble en visio. En Donc effet. voilà, la tenue et le comportement sont effectivement assez importants et à avoir en tête. On passe à la session Oui, questions-réponses. je vois déjà d'ailleurs qu'il y a beaucoup de questions. On avait déjà eu beaucoup de questions via LinkedIn, mais également dans le chat en live, hein. Donc si on peut. Alors, la première question que je vois, parce que du coup, je te fais la lecture, hein. Oui. Doit-on baisser ses prétentions salariales si on a des difficultés à trouver un emploi qui nous correspond?
J'imagine que tu vas répondre oui et non. Kitry, hein, nous, on n'est pas du tout pour dévaloriser des salaires. Alors en même temps, c'est oui mais non, comme tu dis, Kitry, parce que force est de constater, quand on est sur une reconversion professionnelle, je dis n'importe quoi, qu'on on sort de 15 ans de finance, de métiers production industrielle, BTP construction et ce qui est à la mode, on se reconvertit dans les métiers des systèmes d'information, IT technologie. En effet, on se retrouve mécaniquement face à des candidats qui eux-mêmes ont plutôt 10, 20 ans d'expérience dans ces métiers. Donc en même temps, il faut être pragmatique, j'allais dire, c'est toujours pareil, du bon sens, hein. En même temps, défendez votre salaire, mais oui, force est de constater que dans le cas d'une reconversion, que ce soit métier passion ou changement de secteur d'activité, on constate quand même bien souvent, au moins sur la première année ou les 2 premières années, une certaine décote de salaire. Effectivement. Et c'est normal en fait. On cherche des compétences que à ce moment-là vous n'avez pas forcément, donc il y aura cette décote qui va revenir par la suite. Sur la question du management de transition, c'est un peu différent par rapport à la question de la reconversion. En management de transition, les compétences a priori vous les avez, et malgré tout vous avez besoin de montrer que vous êtes capable de vous adapter et de travailler sur ce nouveau modèle. Donc, il peut y avoir une décote sur une première mission, mais par la suite, normalement, il y en aura pas, ou moins en tout cas. On a une autre question sur les arguments à mettre en avant face à un recruteur pour valoriser son profil senior. Oui, d'ailleurs, ça rejoint qui trie des questions dans le, on va dire, dans le chat en live, hein. Faut avoir en tête, d'ailleurs, on est co-signataire d'un acte d'engagement pour les plus de 50 ans d'entreprise, hein. En 2050, je crois qu'il y aura limite un Français sur 3 qui aura plus de 65 ans. Donc, en effet, le marché du travail va mécaniquement, structurellement s'adapter. Nous, que ce soit sur des recrutements CDI ou management de transition, reconversion ou pas, même si l'enjeu du webinar, c'est aussi peut-être la quête de sens, de changer de métier pour faire quelque chose plus en phase avec ses valeurs. Mais c'est-à-dire qu'on est quand même face à un marché qui, oui, valorise l'expérience. Donc, j'allais dire, normalement, c'est très valorisé de tout simplement d'avoir plutôt 20, 25 ans, 30 ans d'expérience, hein. Donc, le on n'a pas forcément de recette miracle à vous apporter, mis à part que le marché est mécaniquement en recherche de profils avec de l'expérience. Oui, puis du coup, quand vous vous présentez, restez sur des éléments factuels. Enfin, votre expérience, c'est votre valeur en fait. Effectivement, vous êtes peut-être un peu plus cher qu'un profil junior ou qu'à une trentaine d'années, mais en réalité, vous êtes capable d'apporter beaucoup plus et c'est cette valeur ajoutée qu'il faut que vous présentiez et qui peut être difficile à présenter, mais c'est ça l'importance de rester dans le fait, c'est finalement de donner des exemples, de parler de projets, de réalisation et de rester dans le concret et vous allez démontrer de fait ce que vous êtes capable d'apporter à une entreprise. Alors, je vois qu'il y a une question également sur quelqu'un qui a obtenu un rendez-vous, a priori, avec un consultant chez nous quand il était au début de ses recherches et un projet professionnel qui a évolué et qui souhaite un second rendez-vous. Comment faire? Bien évidemment, nous, on se tient à disposition pour faire la jointure. Je voyais d'ailleurs dans le chat, il y avait des questions sur les interlocuteurs en région, dans les Hauts-de-France, dans l'Ouest. Donc, bien évidemment, avec Kitry, on se tient à votre disposition pour vous aiguiller vers les bons interlocuteurs pour poursuivre les échanges avec vous, hein. Je vois d'ailleurs, Kitry, dans le chat, il y a des questions intéressantes, hein, sur comment justifier. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur finalement, ça va faire 25 ans que je suis dans la même entreprise ou 20 ans sur le même poste ou 15 ans sur le même poste, hein. Donc encore une fois, je pense que le recrutement au global, qu'on soit, je crois qu'on est senior à partir de 40 ou 45 ans, donc on y est vite finalement. Ouais. J'allais dire, c'est comme on s'est toujours dit avec Kitry, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il n'y a jamais de bons ou de mauvais candidats dans l'absolu. Il y a des candidats, il y a des entreprises qui vont chercher des soft skills. Je vois qu'il y avait une question sur les diplômes. C'est vrai, force est de constater qu'en France, il y a encore une attache aux diplômes. Mais nous, le conseil qu'on peut vous donner, c'est démultiplier les candidatures. Tout s'explique, hein. On a encore des parcours mono-entreprise, même si c'est moins le cas.
J'ai eu un exemple tout récemment d'un candidat qui avait fait 25 ans dans un grand groupe agroalimentaire. Des recruteurs internes ou externes lui mettaient ça un petit peu en barrière, mais finalement, il a retrouvé un poste dans une petite ETI. Donc, nous, le conseil qu'on vous donne, c'est tout s'explique, tout se justifie. Faut finalement croire en son parcours, dans le cas d'une reconversion ou pas, pour que ça porte ses fruits, pour retrouver quelque chose qui vous convienne, hein. Alors, ensuite, on a un point sur comment transposer finalement ces compétences pour se reconvertir sur d'autres sujets et matcher avec les attentes des recruteurs. Et bon, ça, de toute façon, c'est la question et on y reviendra peut-être aussi en partie 2, mais à un moment, vous avez forcément acquis des connaissances sur votre parcours et vous pouvez tout à fait trouver des points communs avec un autre métier. Alors, je vais parler du coup d'une expérience qui m'est très propre, mais moi, j'étais auditrice financière. Quand je suis arrivée sur ce métier du recrutement spécialisé dans le management de transition et heureusement les métiers de la finance, évidemment, ma ligne rouge, c'était la finance, mais en fait, il y a plein de compétences que j'ai transposées. Le relationnel que j'avais avec mes clients quand j'étais auditrice, finalement, je le retrouve aujourd'hui dans mon métier. La dimension poser des questions parce qu'on fait de l'audit. Alors, c'est des questions globalement financières, mais qui servent à comprendre une entreprise. Aujourd'hui, je les ai transposées sur poser des questions sur des parcours, poser des questions sur toujours des entreprises pour comprendre mes clients. Donc, après, il y a la dimension technique pure, où on la retrouve effectivement pas forcément, mais qui peut être une base. Et puis, vous avez toute la dimension plus comportementale, ce qu'on apprend en termes de savoir-faire, qu'on peut transposer en général assez facilement et qui est, quoi qu'il en soit, un élément différenciant par rapport à d'autres. Donc, il faut s'appuyer effectivement dessus. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Robin. Ou non, je suis en phase. Alors, il y a 2 questions qui retiennent également mon attention, qui trient, pardon. Notamment une, alors désolé, j'ai pas le prénom ni le nom de la personne, je m'en excuse. Comment expliquer que l'on souhaite devenir salarié? Donc on entend retourner dans un parcours CDI, CDD, après 25 ans d'entrepreneuriat. Alors c'est vrai que, pour être honnête, on a plutôt le mouvement inverse, hein, qui est souvent, c'est une question intéressante, je trouve, hein, parce qu'en Mm. effet, ça rejoindra d'ailleurs la deuxième partie sur le management de transition, où les années passant, on a tendance, même si on n'est pas encore au niveau des pays anglo-saxons ou nordiques ou plus proche Pays-Bas belges, hein, mais la frontière est quand même de plus en plus faible entre le CDI, parcours CDI classique, l'entrepreneuriat, auto-entrepreneur, mission de transition. Comment expliquer, je ne sais pas, ça nécessiterait d'approfondir, mais ça peut être, si je réfléchis en même temps, finalement, envie de revenir sur quelque chose de plus borné, entre guillemets, peut-être un peu plus avec des filets, où là, on sait que sur une logique d'entrepreneuriat ou auto-entrepreneur indépendant, on est quand même un peu plus exposé, si je puis dire, hein. Donc je trouve Mm. la question intéressante, même si on n'a pas de réponse Non, certainement parfaite là-dessus, mais c'est intéressant. ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi la question de retrouver une logique d'équipe, d'avoir un mode de communication transverse dans une entreprise. Si on est entrepreneur et qu'on est seul, c'est vrai que ça peut peser. Ça peut être aussi parce que voilà, la dynamique entrepreneuriale est terminée, on vend un projet et donc c'est l'occasion aussi de retourner vers le monde du salariat. Après, tout s'explique et du coup, ça fait le lien avec une autre question qui nous a été posée. Comment on fait pour expliquer un licenciement quand on a effectivement plus de 50 ans? C'est pareil, tout s'explique. Il faut rester honnête, il faut simplement pouvoir se mettre à la place de votre interlocuteur pour imaginer aussi quelles peuvent être ses réactions, les anticiper et préparer des réponses. Un licenciement quand on a 50-55 ans, bon c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est de connaître le motif. Si c'est un licenciement économique, par exemple, vous y pouvez rien. Si c'est un licenciement parce qu'on a une restructuration, vous n'y pouvez rien. Si il y a licenciement pour d'autres raisons, il faut étudier les raisons, les comprendre. Ça peut être parce qu'il y a un changement de direction et donc on s'entend plus. Très bien, il faut passer à autre chose, mais voilà, il faut rester dans l'honnêteté.
dans l'honnêteté, quoi qu'il en soit, par rapport à tout ça. Et je pense pas que ce soit un problème. Enfin, je pense pas que ce soit un problème pour retrouver un CDI par la suite derrière. Je dis pas que c'est facile. Quand effectivement on arrive sur ce marché senior dans le recrutement, c'est souvent un petit peu plus compliqué de retrouver un poste, quel que soit le niveau, qu'on soit cadre dirigeant ou autre. Maintenant, ça reste de l'ordre du possible. Et on a, pour le coup, beaucoup d'exemples. Et le management de transition est une des clés, d'ailleurs, pour pouvoir retrouver quelque chose en CDI, parce qu'on a souvent des bascules à l'issue des missions. Ouais, en effet, Kitri, tu as complètement raison. Je vois également, il y a des questions qui se rejoignent. Bon, ça rejoint ce qu'on se disait sur finalement, ça va faire 20 ans que je suis dans le secteur auto, agro, pharmaceutique, automobile, ou que je suis finalement dans un grand groupe et j'aimerais plutôt passer côté PME, ETI. Il y a aussi des questions, ça se rejoint un petit peu tout, c'est-à-dire sur le côté certainement copier-coller du recrutement en France. Alors là, on n'invente rien avec Kitry. Je pense qu'en 20-30 ans, ça évolue, mais pas au rythme qu'on voudrait. C'est sûr. Hein. Aujourd'hui, ça reste souvent copier-coller sectoriel ou on va dire on est un peu enclavé dans des cases. Mais encore une fois, on a beaucoup de contre-exemples. Hein. Le but, c'est, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a quand même des groupes. Encore une fois, c'est sans dire tomber dans la palissade, mais il faut tout pour faire un monde. Hein. C'est-à-dire qu'avec Kitry, on le sait en tant que recruteur externe, il y a quand même des groupes, qu'on soit une start-up, PME, TI, grand groupe, qui ont des habitudes de recrutement très différentes, qui s'ouvrent au contraire à justement apporter de la nouveauté. Quand je dis nouveauté, c'est quelqu'un qui a fait 25 ans dans un grand groupe. S'il a envie de rejoindre une PME, très bien. L'inverse peut être vrai aussi, puisque, encore une fois, tout n'est jamais ni noir ou blanc. Il y a des PME qui sont très processées, structurées, des grands groupes qui peuvent l'être beaucoup moins. Donc, encore une fois, nous, le conseil qu'on vous donne, c'est il y a des groupes qui aussi ouvrent entre guillemets leur chakra sur des trajectoires de parcours qui vont pas forcément être qu'en recherche d'un diplôme, mais avant tout d'une personnalité. Ça rejoint les soft skills. Donc oui, le monde du recrutement évolue. C'est encore, ça prend du temps, mais oui, ça commence, les mentalités commencent à changer. Effectivement. Alors, je vois qu'on a d'autres questions sur... alors, j'en ai deux ici. Comment présenter une période d'essai non réussie, par exemple? On va rejoindre un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tout s'explique, Voilà. tout peut Rester s'expliquer, tout factuel, s'entend. expliquer les choses. Je pense qu'il faut de l'honnêteté aussi. C'est-à-dire que si la période d'essai a été rompue de la part de l'employeur, faut le dire honnêtement. Sur une prise de référence, on risque de s'en rendre compte et c'est pour le coup beaucoup plus dommageable que si vous l'avez dit de votre plein gré auparavant. Donc voilà, rester honnête par rapport à tout ça. Oui. Peut-être encore une ou deux questions, on a un petit peu le temps, et puis bien sûr, on pourra poursuivre même après le webinaire en entrant en contact, bref, par email ou LinkedIn. Hein. Alors ici, j'ai comment justifier le fait qu'en étant senior, on n'occupe pas un poste de manager? Et c'est une bonne question, je trouve, par rapport au marché actuel. Complètement. Je sais pas, Kitry, vas-y, hein, je te laisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, alors historiquement, on valorise beaucoup les postes de manager, puisque plus on a des équipes importantes, plus on est important. Aujourd'hui, ce paradigme, il est en fait en train d'évoluer et on a des postes d'experts dans les entreprises, des profils qui sont des référents finalement sur leur sujet et qui vont avoir une position transverse, qui vont apporter d'autres choses par rapport à la structure dans laquelle ils évoluent. Et donc ça peut être un premier axe. Après, il y a aussi une question de volonté. Vous n'avez peut-être tout simplement pas envie d'être manager et c'est pas grave. Parce que c'est pas ça qui fait l'épanouissement d'une personne, en fait. Ce qui est intéressant, c'est au contraire qu'on ait une multitude d'individus qui puissent se positionner sur les sujets qui les intéressent. Je nous prends comme exemple, du coup, Robin, aujourd'hui chez Page, mais nous, on a deux parcours pour évoluer en interne. On a un parcours effectivement managérial, et Robin le connaît bien, puisque du coup, c'est effectivement la voie sur laquelle il est aujourd'hui avec une équipe. Et on a un parcours
alors on appelle ça des associés, des partenaires chez nous, mais ça pourrait être des experts, effectivement, qui sont des personnes qui vont se positionner seuls finalement dans leur écosystème, alors qu'ils fonctionnent avec un groupe, un collectif, hein, évidemment, autour, mais qui n'ont pas d'équipe et qui par contre vont venir apporter sur des expertises spécifiques pour pouvoir accompagner un projet, faire grandir des personnes, former d'autres personnes, par exemple quand elles arrivent chez nous. Et donc voilà, c'est une question de positionnement. Il faut simplement expliquer encore une fois ce que vous avez fait, ce qui fait que vous êtes à cet endroit-là et pourquoi et comment ça vous convient aujourd'hui, à mon Ouais, et sens. puis tu as raison. Et puis après, peut-être on poursuivra pour respecter à peu près le timing. Mais en effet, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que les allers-retours sont possibles, hein. On voit des profils qui soient industriels, marketing, commerciaux, bref, tout ce qu'on peut retrouver, ressources humaines, industrie, bah, qui managent des équipes, mais qui à un moment donné n'ont plus trop envie. Des profils, comme tu le dis, qui trient, bah, qui se positionnent plutôt comme experts, direction de projet, de programme, hein. Donc encore une fois, c'est pas forcément nombre d'années d'expérience égale management, puisqu'on voit aussi des allers-retours, puisque on change un peu de thème, mais c'est intéressant. Le management, c'est souvent aussi bah, chronophage. On a aussi généralement ses tâches, ses missions à titre bah, en direct à gérer. Donc en effet, il y a des allers-retours. C'est pas forcément le Graal. On voit d'ailleurs que la fonction de entre guillemets de manager intermédiaire est souvent les années passant de moins en moins recherchées. Donc en effet, et des allers-retours sont complètement possibles. Manager d'équipe, puis repasser entre guillemets opérationnel, poisson pilote, chef de projet. On poursuit si On tu passe la veux. partie 2. Allez, Oui. super. On vous rassure, il y aura un autre temps de questions-réponses à la fin. On voit qu'il y a pas mal de questions, on avancera. D'ailleurs, je vois qu'il y avait pas mal d'interrogations. On pourrait revenir sur le management de transition, sur comment décrocher sa première mission notamment. Donc le management de transition, sans tomber dans une définition académique, mais ça a une trentaine d'années d'existence en France et très anglo-saxon, encore une fois, dans l'utilisation, on a encore un peu de retard. Et notamment, nos voisins belges et hollandais sont beaucoup plus preneurs de ce type d'intervention. Donc c'est finalement un mode d'intervention. Généralement, la moyenne est européenne, c'est des missions de 6, 7 à 9 mois. Bah, soit pour reprendre une direction, gestion du changement, gestion de croissance. Ça peut être aussi bien sur des fonctions, même si la majorité reste des missions de direction financière, générale, industrielle, production, mais ça s'ouvre de plus en plus également aux métiers marcom, marketing, commerciaux, et même sur l'ensemble des missions qu'on peut retrouver dans un organigramme. Donc ça peut être également un management relais, un recrutement en CDI qui prend du temps, conduire du changement, conduire un projet, gérer aussi des projets malheureusement de décroissance ou de crise, hein. Je rebondis là-dessus, c'est vrai que je voyais des questions, c'est-à-dire que le management de transition, c'est pas une solution au rabais. Alors oui, ça peut permettre de temps en temps, notamment, bah, je prends l'exemple, vous avez quitté votre CDI, ou vous êtes parti, vous êtes fait licencier, sortir, et toujours est-il, bref, vous êtes disponible depuis 6 mois, 1 an, et vous vous dites, bah, je peux pourquoi pas m'intéresser à ce format. Oui, en même temps, c'est une bonne idée parce qu'on le sait, avec Kitry, les process de recrutement sont plus rapides. Mais encore une fois, c'est un vrai état d'esprit, le management de transition. Bah, c'est une ouverture. Ça rejoint un petit peu sur les profils, on va dire en CDI, enfermés dans des secteurs. Là où on sait qu'en management de transition, tout de suite, il y a plus d'ouverture. D'ailleurs, c'est souvent recherché de pouvoir, au contraire, sur un mode mission, apporter un œil nouveau. Ça rejoint aussi notre thématique du jour, reconversion, rebondir, parce que, alors même si on peut rester sur un métier très proche de ce qu'on faisait en CDI, mais c'est aussi une liberté d'action. On peut être sur un format un peu plus auto-entrepreneur, consultant freelance, même s'il y a du portage salarial, du CDD. Enfin, tous les types de formats contractuels sont possibles. Mais en même temps, oui, ça peut vous permettre de découvrir finalement des secteurs d'activité sur lesquels vous ne seriez jamais intéressé, peut-être sur un poste CDI, aussi une taille de groupe complètement différente de ce que vous avez connu. Donc c'est vrai que c'est un mode d'intervention
Encore une fois, même entre guillemets «des profils plus jeunes» maintenant s'y intéressent de plus en plus, hein. Le management de transition a beaucoup évolué en 20-30 ans en France. Ça avait d'ailleurs une image, quelques années en arrière plutôt entre guillemets «négative», très liée à des, fermetures d'activités, un peu l'image, Des coupeurs de tête. coupeur de tête à raison titrée. Là où aujourd'hui, bah, aussi vu que il y a beaucoup de projets de croissance et aussi, il y a vraiment de l'accompagnement du changement. Donc c'est en effet un mode d'intervention qui peut finalement, oui, vous permettre de découvrir des environnements sur lesquels vous ne seriez pas forcément intervenu, sur des postes classiques, CDI. Au-delà de cette question du management de transition, qui effectivement est un renouveau et un changement par rapport à un parcours que vous avez déjà sur 15, 20, 25 ans d'expérience, on peut aussi vouloir changer de métier à un moment parce qu'on s'est réalisé ou donc plutôt par choix, comme d'ailleurs nous on a pu le faire avec Robin, ou par obligation. Et on revient sur la question effectivement du licenciement, notamment évoqué tout à l'heure. Alors ça peut être dans ce cas-là, mais ça peut être pour un contexte personnel, hein, sur un déménagement par exemple. Euh, donc, bon, le premier point, c'est évidemment de faire un peu un état des lieux de la situation, se demander ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, pourquoi on souhaite cette reconversion. Soit on veut s'orienter vers quelque chose qui a du sens. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup depuis quelques années, mais finalement, est-ce qu'on a envie de faire un métier passion, comme l'exemple que je vous citais tout à l'heure, quand on se reconvertit en architecte d'intérieur, quand on était contrôleur de gestion à la base. Est-ce qu'on cherche un environnement qui ait du sens, le milieu associatif, et pour le coup là, je pourrais en parler parce que c'est un milieu que je connais bien. Est-ce qu'on cherche quelque chose qui ait du sens pour la société de façon plus globale, et ça peut être de la RSE dans ce cadre-là. Est-ce qu'on cherche à aider les gens, à aller dans la partie peut-être plutôt bien-être, par exemple, ou alors le médico-social également. Est-ce qu'on veut travailler pour une entreprise? Est-ce qu'on veut travailler à son compte? Donc il y a toutes ces questions-là quand on cherche du sens. Et puis après, il y a la question logique. C'est-à-dire que je suis à un moment de ma carrière où je me rends compte que peut-être je n'arrive plus à évoluer, plus de perspectives sur mon métier. Comment je fais pour aller vers autre chose, trouver d'autres débouchés? Est-ce que, par exemple, les métiers de l'IT, on sait tous porteurs, est-ce que ces métiers peuvent m'intéresser? Est-ce que ça vaut le coup qu'à 45, 50 ans, je me reforme, je passe une certification sur certains sujets pour pouvoir avoir une autre casquette et aller sur quelque chose de différent? Donc, c'est un peu les questions qu'on va se poser effectivement sur une reconversion. Évidemment, une fois qu'on a commencé à défricher et répondre à ces questions, il faut continuer à se documenter, à se préparer. On a déjà cité Google, que vous connaissez, et donc évidemment, allez consulter Internet, allez lire un maximum d'articles sur les métiers qui vous intéressent, sur les moyens d'y arriver, sur des témoignages. On en a plein sur Internet, mais vous pouvez aussi aller en chercher auprès de différents types d'organismes, auprès de votre réseau en direct. Vous pouvez aussi solliciter votre réseau pour qu'il vous mette en relation avec des personnes qui font le métier qui vous intéresse ou qui ont connu une période de reconversion également. L'idée, c'est d'aller chercher des retours d'expérience qui vont vous nourrir pour préciser votre projet professionnel. Et dans cette démarche-là, souvent, il est important de se faire aussi accompagner. Parce que il faut travailler son pitch, il faut travailler sa nouvelle identité, et un regard extérieur, un regard de quelqu'un d'objectif aide souvent à travailler sur ces sujets-là. Alors, si vous êtes en entreprise, vous pouvez vous faire accompagner évidemment par votre employeur. Vous avez un service RH qui va pouvoir vous dire si peut-être des mobilités sont possibles. Vous êtes au juridique aujourd'hui et demain vous souhaitez passer sur la partie communication. Est-ce qu'ils peuvent vous accompagner? Est-ce qu'ils peuvent vous proposer des formations? Dans quelle mesure et sur quel timing ils sont capables de mettre un accompagnement en place? Si vous souhaitez partir, peut-être que vous pouvez négocier un outplacement. Peut-être aussi, et on a eu le cas récemment d'une collaboratrice, peut-être que vous pouvez demander une année sabbatique, c'est-à-dire que vous lancez dans votre projet. Vous demandez une année sabbatique auprès de votre employeur actuel, vous vous lancez dans votre projet et pendant 1 an,
vous donnez les moyens d'y arriver. Si au bout d'un an, ça marche, bon, bah, très bien, vous démissionnez de votre emploi. Si au bout d'un an, ça marche pas, vous savez que vous retrouvez un poste. Donc, ça peut être aussi une façon de rebondir et de trouver un accompagnement avec votre employeur, qui, de toute façon, il trouvera son compte avec les problèmes de rétention qu'on a actuellement. Donc, c'est un peu du gagnant-gagnant et c'est une façon de construire ensemble et de pas les abandonner finalement, un peu les laisser pris au dépourvu. Vous avez aussi toute la partie accompagnement externe que vous pouvez retrouver. Alors, on ne va pas tout lister, hein, mais vous pouvez contacter Pôle emploi, l'APEC, par exemple, évidemment, pour trouver des conseillers qui sauraient vous orienter vers des nouveaux métiers cibles, par exemple, qui sont des métiers avec du potentiel. Vous pouvez vous appuyer sur des coachs en externe, des gens qui vont pouvoir vous faire travailler sur un bilan de compétences, par exemple, pour aller identifier vos points forts. Alors, on est plutôt sur la partie soft skills ici, en général. N'hésitez pas à utiliser votre CPF. On est tous harcelés de questions CPF en ce moment, mais n'hésitez pas aussi à utiliser ces outils-là. Et puis après, si vous vous lancez sur de l'entrepreneuriat, il existe aussi des solutions d'accompagnement, notamment financières, au travers des lois Macron, par exemple, pour toucher son chômage, parce que justement, on a un projet qui va se développer. Donc, il faut se renseigner sur cet ensemble de solutions pour pouvoir trouver votre voie et amorcer une reconversion qui soit la plus douce possible et sur laquelle vous vous retrouviez aussi financièrement, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, on a souvent une décote sur la partie salaire les premières années. Et donc, le fait de bien réfléchir au projet, de trouver un accompagnement qui soit juste et des conseils, d'avoir des retours d'expérience, ça peut permettre aussi de réduire au maximum ces années où justement on a une perte sur la partie financière. Tu as des exemples peut-être, Robin, sur Ouais, non, mais des c'est reconversions, sûr. ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Après, on en a énormément, enfin, dans notre réseau personnel et professionnel, hein. Bah, je pense à d'anciens contacts. Alors pour certains, plutôt qui étaient dans des directeurs financiers qui ont rejoint le secteur immobilier. Ou dans mon réseau plus personnel, d'anciens profils plutôt qui étaient dans des carrières juridiques, qui sont allés plutôt dans la côté, professeur des écoles, ou garde d'enfants. On a un ancien de chez nous qui a monté son studio de jeux vidéo, enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples. Après, ce qui est à avoir en tête et sans dire de mettre en opposition, c'est que dans le cadre d'un changement de voie finalement, si on prend les métiers de la RSE, et ça rejoint un peu ce qu'on disait, alors sans tomber dans le juste allez vous renseigner sur Google, mais c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire les métiers de la RSE ou liés à l'enjeu sociétal, green business, responsabilité éthique de l'intervention en entreprise. Il y a finalement, alors sauf les cœurs de métier liés au changement climatique, où là, a priori, il faut plutôt avoir une formation ingénieur, mais il y a beaucoup finalement de ces nouveaux métiers où aujourd'hui, il n'y a pas de candidats en interne ou très peu, et même en externe, quand je dis en externe, qui ne sont pas aujourd'hui sur des postes à enjeu RSE, parce que la RSE, ça peut aussi bien se retrouver dans des fonctions marketing, que packaging, que transport, que RH, que Mm. finance, que tout ce qu'on peut imaginer. Là, finalement, des reconversions sur ces, entre guillemets, nouveaux métiers, il n'y a pas forcément besoin d'une formation particulière. Donc là, c'est plus à vous, comme le disait Kitry, de vous nourrir de rencontres dans votre réseau via des communautés, des échanges autour de réseaux LinkedIn qui vont pouvoir vous apporter des éléments de réponse. On prend l'exemple de notre actuel responsable RSE, Michael Page France, hein, Aurélien. C'est finalement, il s'est formé sur le tas en faisant. Il a assisté à des conférences, il a regardé des webinars, assisté à des réunions de travail. Donc finalement, il n'a pas eu besoin de repasser une formation. Donc c'est vrai qu'en effet, et oui, il y a des postes, si on reprend sur l'IT, technologie, ou a priori, si vous ne savez pas développer ou coder ou savoir finalement le jargon un peu technique de cet univers, bah là, a priori, il faut une formation d'un an. Mais finalement, il y a des reconversions qui nécessitent pas forcément une formation d'un an ou deux. Mm. Oui, effectivement, c'est très juste. Et puis alors, peut-être juste pour terminer, avant qu'on passe aux questions, et je vois qu'il y en a pas mal,
On vous a présenté ici effectivement les solutions management de transition et reconversion qui sont moins connues sur les façons de continuer sa carrière et de se repositionner. Ça n'empêche, et je veux le dire, absolument pas de retrouver un poste en CDI. Cette question de l'âge, parce qu'il y avait une question là-dessus tout à l'heure, est quand même, je trouve, de moins en moins problématique. Et c'est le rôle, quand vous travaillez notamment avec un cabinet aussi, de vous défendre face à des a priori que pourraient avoir certains de nos clients. Donc, voilà, ce sont des solutions, ce ne sont pas les seules. On vous incite à creuser et vous renseigner aussi par rapport à ça, et on reste disponible pour en parler. Mais je voulais simplement réélargir un petit peu en disant que voilà, il y avait d'autres horizons que ceci. Je te propose qu'on passe aux questions du coup, Ouais, Romain. il y en a beaucoup. On tâchera de répondre à un maximum et ensuite, comme le disait Kitry, avec plaisir pour poursuivre les échanges plus via d'autres canaux, hein. Alors, je sais pas, Kitry. Alors, j'ai une question sur la différence entre le management de transition et le consulting que je recoupe assez facilement avec une question sur les CDD, savoir si des seniors avaient accès au CDD ou uniquement au management de transition. Alors, en effet, alors le management de transition, c'est plus sous le mode mission, hein, parce que de temps en temps, c'est un mot, on pourrait débattre longtemps de la définition derrière, mais c'est plus une intervention sur un mode mission, à l'inverse finalement d'un poste CDI. On prend toujours l'exemple avec Kitry, finalement, on peut avoir de temps en temps un CDI qui va durer 3 mois et une mission qui va durer 1 an et demi. Euh, mais plus sérieusement, le management de transition, c'est un mode d'intervention sur un format mission, plutôt pour des missions de 6, 7, 9 mois en moyenne. Après, sur la typologie de format contractuel, encore une fois, ça peut être, quand on entend consulting, c'est finalement, vous avez monté votre société de conseil. Vous pouvez travailler finalement en auto-entrepreneuriat via une société de portage salarial. Ça peut même être, pourquoi pas, via un contrat d'intérim, via un CDD. Donc finalement, tout ça, c'est des formats contractuels, des véhicules qui vous permettent d'effectuer votre mission. Donc finalement, c'est plus des moyens de faire une mission de management de transition. Ouais, le management de transition est plus un concept finalement qu'un format contractuel. Exactement. Mais en effet, si on prend historiquement, si on reprend l'univers des métiers IT technologie, finalement, les ESN ou SS2I, les missions conseil SI il y a 30 ou 40 ans, c'était déjà du mode mission finalement. C'est ça. Exactement. Alors, il y a une question sur la reconversion ici, alors, plusieurs d'ailleurs. Quelqu'un qui nous indique que sa formation de reconversion est terminée et nous demande comment trouver sa première expérience dans le cas effectivement de cette double compétence. Bah, dur de répondre sans on pourra Sans connaître. poursuivre. Ouais, sans connaître Alors, là-dessus, j'ai pas de. j'ai des exemples pour le coup assez régulièrement, moi, sur le secteur associatif et en particulier sur le secteur médico-social, avec des profils qui viennent de tout horizon, hein, qui viennent soit de structures à leur compte, soit effectivement de l'entreprise, qui peuvent être d'anciens financiers ou dans la communication ou au contraire des opérationnels, et qui cherchent à entrer dans ce monde un petit peu particulier du médico-social qui est très normé. Effectivement, on commence par cette première étape de formation, à l'issue de laquelle, dans le monde du médico-social, il faut faire un stage. Les stages sont souvent un bon moyen d'acquérir une première expérience dans le métier cible pour ensuite aller le revendre derrière. Comme vous êtes plus expérimenté, vous apprenez évidemment beaucoup plus vite que quelqu'un qui sortirait d'école. Et donc, on va vous confier tout de suite beaucoup plus de responsabilités qu'à un jeune de 24 ans, assez logiquement. Donc, je pense que cette première étape du stage, elle est intéressante pour vous, pour monter en compétence, hein, pour l'employeur aussi qui fait appel à vous parce que forcément, vous êtes moins rémunéré sur un stage et ça vous permet de présenter une première expérience pour ensuite aller le justifier. Ça marche assez bien. Après, il faut effectivement aller sur des stages qui soient quand même suffisamment longs pour pouvoir en tirer quelque chose en termes d'expérience et pouvoir présenter un certain niveau d'autonomie. Donc, le stage de 3 mois est clairement pas suffisant, mais plutôt se diriger vers du 6-12 mois. Et puis après, ne pas hésiter à solliciter votre réseau
si aujourd'hui on a quoi 25-30% des opportunités qui passent par les cabinets de recrutement, le reste ne passe pas par notre intermédiaire. Et donc dans la plupart des cas, quand on a des reconversions, le cabinet de recrutement va un peu moins pouvoir vous appuyer, là où votre réseau saura vous défendre et vous défendre à titre tout à fait personnel. Et c'est vraiment pas la même chose en termes de positionnement. Donc vous avez je pense, ces deux solutions à privilégier, même s'il en existe d'autres. Et puis après, il faut voir le cas dont il s'agit plus précisément. Il y a une autre question, Ouais, toujours sur une vas-y. reconversion, sur un changement de secteur et de poste. Quelqu'un qui était sur la cellule grand compte et qui aujourd'hui souhaite aller sur du paysagisme. Et donc savoir comment on s'adapte en termes de CV, de discours, lorsqu'on postule à des offres radicalement différentes. Ah bah, là, encore une fois, je suis pas un expert, des recrutements sur des profils de paysagistes, hein. J'imagine que ça nécessite quand même peut-être, enfin, certainement, vous avez peut-être, monsieur ou madame fait une formation pour accéder à ce métier. Encore une fois, alors sans dire qu'on est là, je parle sous votre contrôle, hein, mais sur un métier, passion, donc je pense qu'encore une fois, ça reprend ce qu'on disait dans le cadre d'une rencontre, d'un échange, hein, à vous alors c'est facile de dire ça, mais à vous de convaincre que finalement, bah, c'est votre projet, que vous avez envie de faire ça, d'aller là-dessus. Peut-être que disait Kitry, même si quand on a 20-25 ans d'expérience, ça serait peut-être un peu bizarre de démarrer par un stage, mais pourquoi pas, j'allais dire le temps de se refaire une expérience là-dessus, de démarrer par une première expérience sur un format contractuel plutôt stage ou peut-être pas alternance, mais finalement de démarrer là-dessus, pour ensuite vous reconstruire une vraie expérience qui vous permette d'être légitime ou plus, enfin avoir vraiment entériné votre reconversion là-dessus, hein. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, je pense que on peut faire certainement le parallèle sur certains aspects du poste. Alors, j'imagine complètement, mais j'imagine que quand on est sur la section grand compte, on a l'habitude de travailler sur du développement, aller chercher des clients. Quand on est paysagiste, on en a besoin aussi. Donc, c'est pas la même façon de faire, mais malgré tout, il y a des lignes communes. Donc, peut-être aussi essayer d'identifier ces points pour pouvoir les mettre en avant et encore une fois se différencier par rapport à d'autres personnes. On nous demande des infos sur le portage salarial, a priori aussi, Robin. Oui, alors le portage salarial qui est d'ailleurs beaucoup plus légiféré maintenant depuis 5-6 ans. D'ailleurs, ça rejoint une question sur entre guillemets, la précarité face aux institutions bancaires. Bon, bah, ça, on a moins la main dessus quand on est en mode mission. Donc oui, en effet, les banques restent malheureusement très attachées, si on a besoin d'une capacité d'emprunt, à finalement être en CDI que sur un format de mission quel que soit-il. C'est évident. Bah, sur le portage salarial, oui, il y a beaucoup de j'allais dire, il y a pléthore d'ailleurs, nous, on a également des cabinets de portage salarial référencés, mais le but, c'est pas de faire leur promotion dans ce webinaire. Mais en effet, il y a pléthore de cabinets de portage qui sont d'ailleurs aujourd'hui des acteurs, j'allais pas dire responsables, mais c'est complètement rentré dans un cadre légal, là où encore 6-7 ans en arrière, c'était un format contractuel quand vous avez terminé votre mission via une société de portage où c'était un peu compliqué de justifier vos droits. Donc aujourd'hui, le portage salarial est complètement rentré dans un cadre juridique en France bah, sécurisé et sécurisant pour des profils qui passent par du portage salarial et c'est très facile d'accès. Je vois aussi, il y a une Effectivement. Alors, question je sur de. complète juste Vas-y, peut-être sur Kitry. le portage salarial. Euh, c'est un moyen d'éviter l'administratif que vous pourriez avoir si vous étiez à votre compte, le portage salarial, mais ça offre aussi plein d'avantages complémentaires. Et on pourrait passer, je pense, facilement une demi-heure à présenter les avantages du portage salarial. Donc, le plus simple, c'est de contacter une société de portage pour qu'ils puissent vous en parler et vous expliquer quels sont les modèles, par exemple, de rémunération qu'ils sont capables de mettre en place pour que vous ayez une rémunération lissée dans le temps, même sur les périodes, par exemple, sur lesquelles vous ne travaillez pas. C'est des solutions qui existent en portage. Et là, vraiment, rapprochez-vous d'une société pour qu'ils puissent vous expliquer tout ça. Ouais, je vois aussi Kitry qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. On n'avait pas évoqué les métiers, pourtant je connais bien depuis que je suis à Lyon, on va dire côté logistique, supply chain, Mmh. transport, hein. Donc oui, tout ce qu'on se dit, que ce soit mission de transition, enfin reconversion également, oui, en effet, les métiers
liées aux opérations flux physiques, inventaire, supply chain, gestion de stock sont également très recherchées, hein. Bien évidemment, je vois aussi qu'il y a une question dans le, je ne sais pas si c'est il ou elle, désolé, on va dire sur l'inégalité du rapport Paris-Lyon versus le reste de la France. Alors, j'allais dire, moi, en tant qu'ancien Parisien, je dirais même peut-être Paris versus les régions. Alors, oui, en effet, je pense qu'économiquement et même en termes de volume de recrutement sur des profils juniors à senior, à comité de direction s'ils les veulent. En effet, Paris reste le premier entre guillemets réservoir. Après, force est de constater que Rhône-Alpes suit derrière. En effet, des régions également comme les Hauts-de-France, la région lilloise et je pense aussi la métropole toulousaine et sa région, il y a quand même pas mal d'industries sans tomber dans uniquement l'aéronautique, automotive et peut-être répartition pharmaceutique. Mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup de, ça rejoint peut-être aussi, on n'a pas abordé ce thème, dans le cadre de quête de sens aussi de temps en temps, de mobilité géographique. Mais oui, je pense que la région toulousaine est également. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, pour travailler au niveau national, c'est vrai que cette opposition Paris-Région, on la sent assez fortement. Euh, Malgré tout, et alors je parle plutôt sur des postes pérennes, je pense que la connaissance locale, elle est plutôt recherchée et le fait d'être déjà installé au niveau local est plutôt intéressant. Donc après, faut faire valoir ses avantages, hein, comme toujours, pour pouvoir se positionner par rapport à ça. On a une question, alors je l'ai même vu apparaître 2 fois, sur ce que nous faisons en tant que recruteurs, hein, pour faire évoluer les mentalités, donc plutôt de nos clients, sur des profils de 50-55 ans qui sont toujours employables. Bah alors oui, alors là, avec Kitry, que ce soit, et encore une fois, je vais pas mettre en opposition le mode mission, management de transition et recrutement CDI. J'allais dire, la réponse est peut-être pas parfaite, mais c'est-à-dire, et ça rejoint aussi plusieurs questions dans le chat, hein. En effet, on a beaucoup de groupes qui font appel à nous, tout type de taille différente, qui oui, vont rechercher quelqu'un qui a plutôt 50-60 ans, aussi certainement, avec un salaire plus important, qu'un profil junior, hein. Et encore une fois, j'ai pas encore 40 ans d'expérience dans le recrutement, mais ça fait une quinzaine d'années. On voit quand même que, en temps de crise, quand, si je prends, le but, c'est pas de faire un bilan post-Covid, mais on sait que typiquement au début de la période Covid, beaucoup de groupes qui travaillaient avec nous ou avec d'autres cabinets confrères ont clairement tout de suite remis le curseur sur le recrutement vers des profils seniors, vraiment au détriment de profils sortis d'école ou juniors, hein. Donc encore une fois, hein, ça reprend un peu ce que je disais, hein, il faut tout pour faire un monde. Je pense que les groupes aujourd'hui, et étant donné aussi que la pyramide des âges en France, je vous donnais le chiffre, en 2050, un Français sur 3 sera âgé de plus de 65 ans. Donc oui, force est de constater que je pense que les groupes, naturellement, recrutent des profils, alors j'aime pas trop ce mot de senior, mais bon, bref. Et oui, oui, c'est très recherché. Ça rejoint d'ailleurs une question sur le côté, oui, ça peut valoir quand on a 5 ans d'expérience, hein, finalement, des parcours avec beaucoup d'entreprises différentes, beaucoup de changements. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont aussi évolué. On est moins comme 15-20 ans en arrière. Finalement, quand à 40 ans, on avait connu plus de 2 sociétés, on pouvait être targué de mercenaires ou de pas très stable. Aujourd'hui, on le sait avec Kitry, aussi avec l'émergence du mode mission, que finalement, qu'on ait 35, 40, 45 ans, 55 ans, d'avoir connu 6-7 sociétés en CDI, ça pose aucun problème. Ça rejoint ce qu'on disait, tout s'explique, tout se justifie. Ça peut même être un argument d'adaptabilité, de découverte de beaucoup de secteurs d'activité différents. Exactement. Et puis alors du coup là il y a une autre question, c'est intéressant sur quelqu'un qui se positionne sur des offres, que ce soit effectivement de la mission ou du CDI, via des cabinets et dont la candidature n'est pas retenue, qui voulait savoir pourquoi. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, j'ai pas d'informations sur qui vous êtes, mais le rôle du cabinet est souvent de pouvoir proposer un peu, je vais caricaturer, mais le mouton à 5 pattes par rapport à ce que nous demandent nos clients. Et donc,
vous pouvez parfois avoir l'impression de correspondre parfaitement à ce que nous, on recherche. Et en réalité, on peut avoir d'autres profils qui sont encore plus en adéquation. Notre rôle, c'est idéalement de pouvoir vous l'expliquer. Et c'est sûr que si on vous a présenté sur une mission qu'elle n'aboutit pas et qu'on vous explique pas pourquoi, c'est pas normal et on n'est pas tout à fait dans notre rôle. Après, si on n'a pas eu l'occasion d'en échanger, c'est difficile et on peut pas vous donner aujourd'hui de clés par rapport à tout ça. Ouais, et je vois d'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un prochain webinaire, parce que là, on était sur je sais plus, sur comment rebondir après 45 ans, mais en effet, ça peut être après 55, 60, 65 ans. On a aussi beaucoup d'exemples. Alors là, un peu moins sur avec l'âge légal de la retraite, dépendamment des secteurs d'activité ou de vos trimestres, annuités, hein, bien évidemment. Mais en effet, on a aussi beaucoup d'exemples de profils qui continuent de travailler, soit à leur compte ou via du coaching, de la formation, de l'accompagnement, en effet, sur des postes après 60 ans, hein. Ça, encore une fois, ça pourrait être l'objet d'un prochain webinar, mais en effet, tout ce qu'on constate, c'est que l'expérience est valorisée, dépendamment aussi des types de postes, hein, parce que je vois qu'il y avait des questions sur des postes communication, marketing, mais de toute façon, peu importe un peu la fonction, que ça soit logistique, finance, RH ou commercial, mais en effet, l'expérience reste valorisée sur des recrutements qu'on mène, ou d'ailleurs, on a beaucoup d'exemples où un de nos interlocuteurs qui nous mandate peut avoir en tête au début un profil un peu plus junior. Quand je dis junior, ça peut être 10-12 ans d'expérience, puis finalement, au bout du bout, il recrute un profil avec 30 ans d'expérience, hein. Donc ça pour dire qu'il n'y a pas de loi, nous on vous donne un retour un peu de notre expérience, il n'y a pas de loi immuable, les choses sont en mouvance, évoluent, donc rien n'est fermé, même si en effet sur un profil de temps en temps très junior, bah oui, le recrutement va être plutôt sur quelqu'un qui est sorti d'école, mais sur des profils confirmés, bah, force est de constater que ça sera tout de suite des profils plus expérimentés, bien évidemment. Je ne sais pas si on continue, il est midi Bon, 2 du on coup. a allez, on se donne encore quelques minutes et on poursuivra avec plaisir toutes et tous via tous les canaux de communication qu'on peut avoir à disposition. Oui, alors j'ai en fait pas mal de réactions sur ce qu'on disait juste avant, les profils seniors qui sont pas forcément retenus, avec des réactions que je comprends, hein, en disant oui, mais le troisième de shortlist, finalement, c'est le candidat senior ou des choses comme ça. Je pense pas me tromper en disant que c'est pas comme ça qu'on agit aujourd'hui au niveau du recrutement. Donc, la question, elle est vraiment celle de la compétence et de l'adéquation avec un poste. Et c'est la méthode de travail, je pense, de la plupart des cabinets de recrutement aujourd'hui. Robin, Ouais, tu as des questions ou des points peut-être? c'est sûr, hein, et encore une fois, nous, le but de cet échange, c'est pas du tout de vous apporter une vérité absolue, hein, c'est nous, notre compréhension, notre analyse et aussi la réalité qu'on constate au gré de recrutement, que ce soit CDI chasse ou des requêtes sur du management de transition. Donc en effet, on voit quand même une évolution sur la valorisation des soft skills. On voit quand même, on va dire, une ouverture sur d'autres secteurs d'activité, même si certains secteurs, ce que tu reprenais tout à l'heure, Kitri, sur le médico-social, restent très liés à des normes. Donc en effet, si je parle de groupes, peu importe la fonction dans laquelle vous êtes, pharmaceutique, ou encore une fois, c'est vrai qu'il y a une espèce de consanguinité sectorielle. Mais oui, on peut vous confirmer que sur des recrutements CDI, chasse et mission de transition, bah oui, en effet, l'expérience est valorisée. Qui dit expérience dit aussi salaire derrière. Donc les groupes ne sont pas toujours à l'économie, ils sont plutôt en termes de valeur ajoutée qu'un profil expérimenté pourra apporter à l'organisation. Effectivement. Bah, on espère que ce webinar vous a plu. Il sera bien évidemment en replay. Alors, je vois comment vous contacter.
Écoutez, moi, je vous note tout de suite, Frédéric, et d'ailleurs, je n'ai pas noté les prénoms de tout le monde, hein. Merci Alexandre pour sa question sur la reconversion paysagiste. Encore une fois, enfin à tout le monde, à toutes et tous. Donc, avec plaisir pour poursuivre. Je vous envoie mon email dans le chat. Et puis, bah, merci à toutes et tous, hein. Je ne sais pas si Kitri, peut-être le mot de la fin, mais c'était un plaisir d'échanger ensemble. Oui, bah, c'était effectivement des échanges intéressants avec, je pense, plein de débats, plein de questions. On a essayé d'y répondre au mieux et sans avoir effectivement beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, effectivement, soit directement sur LinkedIn, selon votre préférence. Je vois que Robin a mis son adresse. Je vous mets la mienne dans la foulée. Et puis, on vous souhaite un bon appétit et une bonne continuation pour la suite. Merci à toutes et tous. Et le Merci webinaire sera axé beaucoup. en replay. Très bonne journée à tous et toutes. Merci.